résoudre ça. Mais on testait un outil aujourd'hui qui est Zoho, qui est un peu l'outil qu'on n'utilisait pas normalement, mais qui permet d'accueillir plus de monde. Bonjour Jean, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On a commencé à échanger rapidement sur les lieux et on a des personnes un petit peu partout, notamment à l'île de la Réunion et partout en France. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir participer à cette conférence qui va apporter beaucoup à toutes les personnes qui vont l'écouter, j'en suis sûre. Donc, merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Ok. Alors, en fait, ce qui est aussi sympa, c'est que j'ai vu des personnes qui étaient présentes dans le chat et dans les invitations. On a pas mal de startups, de porteurs de projets et d'indépendants qui font partie de la team Minky, des membres Minky. Je pense notamment au Martine, une application qui réunit des milliers de femmes et qui échangent entre elles au quotidien. Magali de Potier et Demi, je ne sais pas si tu es connectée Magali, le pot écologique qui rend propre les enfants. La team Bisous aussi, je vous avais vu passer l'application dating avec un système de matchmaking un peu humanisé. Ama, les goûters sains pour les enfants aussi. Je t'avais vu sur les inscrits. Je ne sais pas si tu es encore connecté. La team Workmate aussi, le coworking comme à la maison, basé dans le sud de la France pour la team sudiste. Mouniat Kozali, Vincent de Wapli, B-Mates, etc., etc. Merci en tout cas, Alexandra de Copuma. Merci d'être là aujourd'hui et puis de continuer de faire vivre l'aventure Minky. N'hésitez pas à partager dans la conversation, dans le Q&R, vos projets et puis on pourra au moins les partager par la suite s'il y a besoin. Je ne sais pas si la fonction de chat fonctionne finalement. On a un petit souci avec ça. Mais voilà, en tout cas, c'était quelques-uns des beaux projets qui font partie de l'aventure Minky et puis qui illustrent en fait la richesse, la diversité des talents de la France. Et c'est aussi ce qu'on veut vraiment montrer avec l'entrepreneuriat de Minky. Un entrepreneuriat qui est du coup composé de personnes qui viennent de petites villes de France, de la campagne, de banlieue, des femmes, des hommes qui vraiment se battent au quotidien pour des idées qui n'ont pas toujours forcément eu les codes au départ. Et c'est pour ça qu'on a créé Minky. Minky, nous, on est vraiment un accompagnement qui propose un réseau national d'entrepreneurs pour échanger au quotidien et se sentir vraiment moins seul, des parcours avec des challenges et des défis, avec un petit peu de la gamification pour entreprendre au quotidien, et puis un suivi personnalisé, bien sûr, et l'accès à des professionnels de confiance, parce qu'on sait que c'est vraiment un sujet quand on se lance et qu'on n'a pas forcément les codes du juridique, les codes de la tech, de trouver des professionnels qui déjà nous démocratisent le jargon et aussi qui ne nous arnaquent pas. Donc, on met aussi ça à disposition dans la partie mise en relation avec des pros. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on est hyper chanceux d'avoir à nos côtés un entrepreneur de renom, du coup, Jean-Michel Caram, qui est président de Memscap, de Yeva Group, et qui est aussi fondateur de marques un petit peu plus connues comme l'Atelier du Sourcil ou le Boudoir du Regard. Donc, Jean, encore une fois, merci de votre présence. Et puis, on va commencer la conférence avec des petites questions qui vont être une découverte pour vous, puisque je vous avais dit qu'on serait un peu sur un mode podcast avec des questions, mais qui ne sont pas préparées en amont pour que ça soit vraiment assez naturel. Donc, on va commencer avec le Jungle Quiz. Donc, pas de questions pièges, mais des questions pour un petit peu commencer tout doucement la conférence. Et une première qui est celle-ci. Si vous n'aviez pas été entrepreneur, qu'auriez-vous fait? Ça dépend. Si j'avais été… ça dépend de ma date de mon lieu de naissance. Moi, Ouais. si l'autre métier que j'aurais aimé faire, c'est être cosmonaute ou pilote d'avion de chasse. Ok, d'accord. Donc, assez éloigné de… Complètement. Mais c'est bien d'avoir des rêves et de ne pas se limiter. Je les ai réalisés, parce que j'ai volé sur un avion de chasse et je Mhm. vole sur des petits avions, etc. L'air, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Une fois qu'on goûte à l'altitude, on n'arrive plus à voler bas. D'ailleurs, vous voyez chez moi, beaucoup de symboles sont avec tout ce qui est aérien. Ma chaîne YouTube Entrepreneur en vol, vous voyez l'aigle en fait dessus. Oui. Et c'est ce qu'on m'appelle sur les marchés financiers. On m'appelle l'aigle. D'accord.
Donc, ok, un rapport assez fort avec tout ce qui touche aux avions. Ok, bah intéressant. Intéressant, intéressant. Seconde question, est-ce que vous avez un rituel le matin, le soir, un peu peut-être cliché sur la morning routine de l'entrepreneur? Est-ce que vous avez ça ou pas du tout? Moi, c'est très très simple. J'ai une hygiène de vie qui est avec une discipline de militaire, hein. Donc, ça veut dire que je vais, avant de me doucher le matin et le soir, je vais faire mon gainage. Ça Ok, prend 8 minutes exactement et mes pompes. C'est-à-dire, je fais mon gainage, mes pompes, et que même si je rentre tard à 2 heures du matin d'un dîner ou machin, ben, je vais le faire avant d'aller me doucher et avant d'aller dormir. Donc ça fait partie de pour maintenir mon corps en fait en bon état et parce que bon comme tout le monde le sait je déteste vieillir et euh, et puis je me douche et je ne mets sur moi que des produits Yoma de A à Z. Euh, Vous pouvez me donner n'importe quel produit. Je reçois des produits parfois de marques très 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 chères hein, qui coûtent dans le pot, coûtent 1000 euros, etc. Je les mets pas sur moi, je les offre. Moi, je ne ok. mets que Yoma sur moi. Et puis voilà, après, je n'ai pas, je ne fais pas de yoga. Je vais par contre tous les samedis, dimanches. Le samedi et le dimanche, je fais 10 km chaque jour Ok, de marche. Je cours uniquement dans les montées. d'accord. On va un peu faire du cardiaque. En fait, tout est autour d'avoir un corps solide. Parce que ce que je fais en entrepreneuriat nécessite ça. Et puis parce que aussi, moi, je n'ai pas trop envie de vieillir et vite. Et de l'autre côté, je suis assez spirituel. Sur mon parcours, je m'arrête sur une chapelle tout le temps. Je passe 10 minutes à prier seul et je pars. J'ai besoin de ça pour me retrouver. D'accord, un bon équilibre du coup. Ouais. Top. Et c'est quoi la crème que vous mettez du coup pour qu'on la connaisse? Je mets les produits Bien Yoma, marché. je mets le contourieux numéro 2 de Yoma, je ne quitte jamais. Même si j'ai à prendre qu'un produit, je prends celui-là parce qu'en fait, les Mhm. gens ne savent pas, mais la perception d'âge, elle est donnée à 50% par la zone de butterfly. Donc, cette Ok, zone-là. Et en fait, quand quelqu'un vous regarde, 49% du temps, il va regarder cette zone. 26%, il regarde votre bouche et 25% le reste de tout votre corps. Donc, ce sont des zones très importantes. Et donc, moi, c'est pour cela que mon contourieux numéro 2 de Yoma, qui a un effet 360, en fait, qui va sur l'effacement de paupières supérieures, etc. Donc, ça, je le mets. Et quand j'ai pas d'autres crèmes, j'étale un peu plus. Mais quand je suis chez moi et que j'ai de la place dans ma valise, je prends le contourieux et je prends le booster jeunesse ou la crème sublime pour la crème visage. ok. Bon, je note. J'en avais justement besoin d'un contour des yeux. Je commence à avoir pas mal de petites Et ridules là, quand c'est le meilleur du marché, c'est hein. l'angoisse. Il y a Ok, 26% de concentration. Vous ne pouvez pas avoir plus efficace, en fait. c'est fou. Ok, trop bien. Bah, je note. Je pense qu'on va tous aller l'acheter après la conférence. Top. Et alors, moi, je trouve ça intéressant, les routines. Le plus dur, en fait, c'est la régularité. Moi, je suis une ancienne sportive en compétition. J'aime beaucoup aussi faire des exercices chez moi, etc. Mais j'ai du mal à tenir dans le temps. En fait, j'ai des phases comme ça où pendant 6 mois, je vais être ultra déter. Je vais aller courir tous les X jours, etc. Avec vraiment des abdos le matin. Moi, je suis plus matin. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment, en fait, avec les aléas de la vie, du business, où ça flanche, en fait, où j'arrive pas à maintenir. Comment vous faites, vous, pour maintenir dans la durée, justement? Je ne flanche pas. Moi, je suis aussi un ancien sportif hein, de haut niveau parce que j'étais basketteur international. Et, euh, et en fait, je ne flanche pas parce que c'est dans ma tête. Et je sais en fait, je suis guidé. Vous verrez, vous êtes un peu encore jeune. Mais moi, j'ai vraiment la hantise de vieillir. Je préfère mourir, en fait, que vieillir. Donc, pour moi, il faut que je maintienne ma force, il faut que je maintienne mon corps, il faut que je maintienne la perception d'âge que j'ai. Et du coup, je suis très têtu là-dessus et j'ai une très forte discipline.
Et en fait, je pense que il faut que ça soit très important pour vous, que vous internalisez d'une manière à ce que vous pensiez que c'est quelque chose de crucial. Et après, vous allez le faire. Et par contre, on a une vie en tant qu'entrepreneur qui est une vie très prenante et une vie dans laquelle on n'a pas de temps. Bah, c'est ça, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des routines sportives qui sont très courtes. Ouais, ouais. Donc, moi, vous savez, mon gainage et mes pompes, c'est 8 minutes. 8 minutes sur une journée, vous pouvez passer à côté d'une machine à café à discuter pendant 8 minutes. Clair, Vous pouvez attendre un métro pendant 8 minutes. 8 minutes, c'est rien. c'est Donc, clair. vous devez vous dire que ces 8 minutes, coûte que coûte, vous devez les utiliser. Après, moi, quand je marche dans le week-end, etc., c'est quelque chose en plus. Mais et puis, il y a une chose, c'est que moi, j'adore manger et Mmh. c'est quelque chose qui me permet de manger sans réfléchir. OK. Du coup, j'ai grossi. Et oui, on mange pour, on fait du sport pour continuer à manger de la burrata. Exactement. Est-ce qu'il y a une application dans votre quotidien dont vous pouvez vraiment plus vous passer, qui vous aide, bah, soit dans le côté pro ou même dans le côté perso? Une appli sur le téléphone. L'appli sur le téléphone qu'on ne peut plus passer, c'est simple, c'est les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est malgré moi. Mmh. C'est pas une appli et c'est pas des applis que j'adore, mais c'est des applis qui font partie de mon job aujourd'hui, donc je considère comme ça. Et l'appli que j'utilise tout le temps, c'est l'appli Maïeva, qui est mon appli et qui est un coach de vie en plus à un livre ouvert, etc. Donc, ouais, l'appli Maïeva, en dehors des applis qui sont des applis du travail, qui sont obligatoires, Mmh. euh, aujourd'hui, enfin, les réseaux sociaux font partie structurantes du travail. Bien sûr. ChatGPT en fait partie aussi. Oui, tout à fait. Ce sont c'est des applis d'obligation. C'est pas que je ne peux pas m'en passer. Je peux très facilement m'en passer. Mais ces applications-là sont devenues comme mon appli d'email, en fait. Et oui, bien sûr, Donc, mec, tout comme à un fait. messenger. Moi, j'ai essayé de me dire, j'ai tant besoin de temps pour niveau pro par jour. Et en dehors, j'estime que c'est plus nécessaire. Du coup, ça me met une limite, ça me bloque. Bien sûr, je peux enlever la limite, mais ça me met un cadre en fait et ça m'aide à pas trop scroller inutilement et à me vraiment focus sur l'essentiel dans ma journée. Sinon, on perd des heures en fait c'est fou. Mais bon. Ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup de community managers, etc., qui Oui, travaillent on m'a sur dit. mes réseaux. Mais, mais malgré tout, j'y vais parce que les messages, c'est moi qui réponds. Ah oui. Et Et tant mieux. Sinon, c'est ce qui devient très compliqué parce que là, aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 messages par semaine, donc c'est de la oui. folie. Ouais, ouais. OK. Bon. Alors, si vous deviez choisir entre ces 2 mets, qu'est-ce que vous choisiriez? On est sur, un traditionnel libanais et plutôt sur la bonne baguette, franchouillarde, camembert pain. Non, c'est sûr que c'est libanais, hein. La baguette, c'est sympa, mais vous mangez ça une fois, le lendemain, si vous voulez remanger ça, ben, ça fait Ouais, le pain est très bourratif, hein. Donc, il faut c'est faire clair. attention, on ne peut pas. Alors, si on me demande quelle est la meilleure cuisine pour vous au monde, bah, c'est très simple et je pense que j'ai même un avis très scientifique dessus. Mais la cuisine française est la meilleure cuisine. OK. En deuxième lieu, c'est une bagarre entre la cuisine libanaise, la cuisine japonaise et la cuisine italienne. Ah oui, Je n'arrive je pas suis à dire d'accord. laquelle est la deuxième parmi ces quatre premières, mais ce sont ceux-là les quatre premières avec la Mmh, cuisine française en premier lieu. clairement, on va peut-être se faire des ennemis dans le chat, mais effectivement, je suis d'accord et voilà, on va arrêter de parler de nourriture à 12h22, mais ouais, totalement d'accord avec vous. Entre ces 2 marques, si vous deviez n'en choisir qu'une, on sait que vous êtes, assez, élégant, porté sur la mode, vous êtes tendance. Qu'est-ce que vous choisiriez? Ma marque, elle est pas, mes marques sont pas sur l'écran là, entre Versace et Hermès. Je vous avoue Euh, qu'on a eu du mal à trouver en fait, mais Bah oui, c'est compliqué parce que en fait, je ne porte pas de marques d'habitude qui ont des produits concurrents à moi.
Ok. Ça, c'est, j'ai essayé de ne pas avoir des marques qui ont des produits de soins, des choses comme ça. D'accord. Et du coup, j'utilise, mes habits sont sur les Primeline, donc c'est pas les habits normaux, quoi. Mais en tout état de cause, ce que j'ai, la marque que je l'ai plus aimée dans toute ma vie, c'est Vivienne Westwood. Mhm. Euh, J'en ai beaucoup de Vivienne Westwood, mais Vivienne Westwood est morte. Ça me fait un peu de la peine parce que sa marque n'est plus ce qu'elle était. Mais entre Versace et Hermès, personnellement, je m'habille plus Versace, plus facilement. C'était Versace dit, ouais, et avec Hermès. l'équipe. On s'est amusé. Hermès, pour moi, c'est de la maroquinerie, des choses comme ça. Dans ma famille, Hermès, on aurait dit Hermès, mais moi, je dirais plus Versace. Ils font aussi des vestes un peu colorées avec des motifs, donc on s'est dit, ah, peut-être que. Non, là, c'est Vivienne Westwood. Moi, c'est Vivienne Westwood, Alexander McQueen en ce moment, D-Squared, un peu de Paul Smith, un peu de Dior Ok, et Dolce Gabbana. ok. Ce sont les marques dans lesquelles j'évolue. Top, c'est noté. On va passer maintenant à une partie un petit peu plus portée sur l'entrepreneuriat Ouais. avec plusieurs questions. Alors, lié à votre parcours aussi, puisque c'est un peu aussi c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour entendre votre expérience et votre parcours ultra riche. Donc, comment en fait tout a commencé pour vous? Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les personnes qui vous connaissent peut-être à la télé sur M6 ou qui ont écouté quelques podcasts dans lesquels vous êtes en ce moment, mais qui n'ont pas forcément toute la vue globale? Comment tout a commencé pour vous un petit peu? Il y a eu beaucoup de deals là-dessus, mais en réalité, moi, j'ai un parcours académique. Donc, j'arrive du Liban, j'ai fait mes études d'ingénieur, mon master, mon doctorat. Mon doctorat, je l'ai fait en parallèle à mon début de carrière au CNRS, où j'étais chargé de recherche, puis je suis devenu chef de groupe. J'ai créé le groupe de recherche, un des groupes les plus connus dans le domaine, dans mon domaine, qui est le domaine des MEMS. MEMS, c'est Micro Electromechanical Systems, c'est les microsystèmes. En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir des capteurs. Et en fait, en réalité, je suis resté dans le labo 4 ans et à partir de là, c'était vraiment une très belle 4 années de ma vie. J'étais vraiment un scientifique épanoui, on va dire, parce que je dirigeais toutes les conférences qui m'intéressaient du domaine. J'avais 250 publications scientifiques, 80 brevets, etc. Donc, j'étais vraiment dedans. J'ai dirigé plein de thèses de doctorat, etc. Mais dans ma tête, il y a toujours eu cette envie d'entreprendre. Et après 4 ans, j'ai commencé vraiment à vouloir autre chose. J'ai attendu une fenêtre. Il y avait quand même un domaine dans lequel les MEMS commençaient à papillonner et qui était le domaine de la fibre optique, des télécoms. Et je lance MEMSCAP à ce moment-là. Donc, je lance MEMSCAP en étant, comme beaucoup aujourd'hui, peut-être parmi les entrepreneurs. Ça veut dire que je n'avais pas mon expertise actuelle sur les levées de fonds. Je savais même pas écrire un business plan, en fait. J'étais quelqu'un qui était capable de diriger une équipe technique, Mhm. délivrer dessus. Et j'étais un très bon chercheur, Mhm. un très bon scientifique, on va dire. Et j'avais beaucoup de réseaux avec l'industrie, beaucoup de relations parce que mon groupe, je l'ai financé par des contrats industriels, ce qui a été très important. Et moi, je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas des réseaux quand vous vous lancez, associez-vous avec des gens qui ont des réseaux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent comment je vais aller. En fait, c'est pas grave. Donnez même 10% de votre boîte à quelqu'un, même sans gratuitement, mais qui a des réseaux, à condition de bien conditionner les 10% qui ne foutent pas rien derrière. Mais vaut mieux avoir des réseaux. En fait, votre réussite va dépendre beaucoup de votre chance. Si vous n'avez pas de chance, ça va être très compliqué. En deuxième lieu, de votre réseau, parce que quand on rentre au bon endroit chez le client,
eh ben, on a un oui. Bon, imaginez que je suis dans votre boîte et que vous voulez aller rentrer, vous avez une boîte de je sais pas quoi et vous voulez rentrer chez un distributeur, etc. Je vais pouvoir vous avoir un rendez-vous avec le PDG. Ouais. Du coup, ça va être oui ou non. Ouais. Après, c'est à vous de faire le boulot. Mais oui ou non. Mais au moins, vous ne perdez pas du temps si c'est non. Et si c'est oui, tout le monde va suivre. Alors que le circuit normal, vous arrivez au service d'achat, vous avez l'acheteur junior, après vous avez l'acheteur senior, après vous avez le chef de je ne sais pas quoi, après le directeur de trade, et ça monte, et ça monte, et ça monte, jusqu'à ce qu'on ait une décision. Et vous avez autant de chances de mourir sur la route. Autant de chances que quelqu'un va shooter votre entrée. Pourquoi? Parce que vous êtes du boulot pour lui. Vous ramenez du nouveau boulot. Il en a déjà pas mal. Et vous ramenez du nouveau boulot. Et non seulement vous ramenez du nouveau boulot, mais en plus, il doit vous payer. Donc, ça fait beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de chances de mourir sur la route. Et c'est pour ça que les réseaux sont très, très, très importants. Et en fait, moi, j'avais ça. J'avais ça par mes contrats avec l'industriel. En tout cas, j'avais un début. Et je me suis associé avec aussi des gens qui ont augmenté. Et moi, je suis quelqu'un qui développe beaucoup des relations. Donc, y a une chose que je fais et que, en fait, j'ai un côté en moi qui est oriental. Mon côté oriental fait que je rends beaucoup de services à beaucoup de monde. Beaucoup. Depuis longtemps. Alors, imaginez aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de moyens, donc mes services sont beaucoup plus forts qu'avant. Mais moi, d'ordre général, je suis quelqu'un qui rend des services aux gens. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont venus me demander des choses, etc. Et je les ai aidés. Ouais. Je n'ai rien demandé en contrepartie. Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je donne une conférence, je suis parmi les plus chers sur le marché. Parce que j'ai une expérience qui est unique. Et donc, elle vaut de l'argent. Mais, soit, je ne négocie pas mon prix, en fait. Soit c'est mon prix, et là, c'est une mission, je vais la faire, soit je le fais en rendant service. Parce que j'ai un coup de cœur, ou parce que je me suis vu dans la personne il y a quelque temps, quand j'étais jeune entrepreneur, etc. Et je me dis, je leur rends service. Et en fait, quand je rends service, je rends service. Je ne prends rien, rien du tout. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais je prends 30 000 par conférence, bah, là, pour vous, je vais vous le faire à 5 000. En fait, moi, 5 000, ça ne m'en fait rien du tout, je n'ai rien à foutre. Donc, du coup, je préfère le faire à zéro. Parce que quand on rend service, les gens, ils savent que vous leur avez rendu service. Et à fur et à mesure de rendre service à beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui, en fait, vous faciliteront la vie après. En fait, parce qu'il y a certainement des gens qui sont des salopards et qui oublient que vous leur avez rendu service. Il y en a beaucoup. Mais il y en a des gens qui n'oublient pas. Oui, c'est clair que ça peut être épuisant aussi d'être trop dans la... Et ça vous permet de créer des réseaux, des relations réelles. Parce que aujourd'hui, moi, je me rappelle une fois, quand le président Chirac était à l'Élysée, il m'avait invité 2 fois pour les forces vives de la nation, etc. Il m'avait impressionné parce qu'il savait tout sur moi. Et quand il est venu me serrer la main, il connaissait tout. Il m'a dit la microtechnologie, machin, merci pour ce que vous faites pour la France. Enfin, vraiment, il m'a impressionné à ce moment-là dans son contact. Et par contre, il y avait à côté de moi des gens qui voulaient absolument prendre une photo avec le président. Et moi, j'ai dit, avoir le président à l'époque dans vos relations, c'est une bonne chose. Mais que vous soyez que vous connaissez le président, c'est bien. Mais que le président vous connaît, c'est ça qui est magique. Bien sûr. Donc, il faut savoir ce que ça veut dire avoir une relation. Une relation, ça veut dire une relation qui pense du bien sur vous. Et Gvema m'a donné encore énormément de notoriété. Mais c'est une notoriété au début que je refusais. Moi, j'étais connu dans la tech, j'étais connu dans la finance et j'étais connu dans la beauté. Mais au dehors de ces machins-là, bon, je n'étais pas connu et ça ne me dérangeait pas. Et d'ailleurs, j'ai refusé la saison 4, justement parce que j'avais peur de ça. Et bon, mais la saison 5, et je suis connu, etc. Mais ce n'est pas important d'être connu. Ce qui est important, c'est d'être aimé. Pas pareil. Bien sûr. Et puis, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui s'épuisent au début à aller à tous les événements, mais à ne pas cibler les bonnes personnes. Parce qu'avoir un réseau, c'est bien, mais avoir un réseau sectorisé en fait, avec son activité, c'est beaucoup plus important. Donc, faire ce travail, en fait, d'identifier les bonnes personnes pour après construire un réseau qui va avec son secteur d'activité, en fait. Et ça, c'est là où c'est puissant.
faut, alors, oui, 80 à 80%, mais par exemple, à un certain niveau, vous commencez à avoir tellement de relations que vous avez énormément de relations sur beaucoup de choses. Et donc, Oui. vous pouvez faire des relations avec des gens qui ont ces impacts-là. Donc, c'est très, très important. Et donc, moi, j'ai quitté, j'ai créé Memscap, j'ai appris, à l'époque, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait rien du tout. J'ai appris à écrire le business plan, j'ai appris ce que ça veut dire un venture capital, j'ai appris, j'ai levé un premier tour avec 2 millions, puis une valo de 10. Ça, c'est en novembre. Après, j'ai levé 11 millions sur une valo de 45 une année après. Et après, une année après, j'ai coté la boîte en bourse en levant 116 millions d'euros, 101 millions, en fait 117, 101 plus 16 millions de green shoe sur une valo de 430 millions. Et puis, ce qui a fait mon nom. Après, mon marché s'est effondré. J'aurais dû faire toute une recovery. Et j'ai fait la recovery. Aujourd'hui, Memscap, c'est une des plus belles pépites sur le marché et qui équipe tous les avions. On parlait d'air, mes capteurs font voler tous les avions dans lesquels vous montez aujourd'hui. Et en fait, euh, sur la route, un grain de beauté me met dans le côté beauté, on va dire, avec un article derrière dans la presse. Je lance Yoma. 2 ans après, je le revends à un éleveur. En 2015-16, je lance Yeva, que je finance en recherche. En 2020, ça devient Yeva Group. J'achète l'atelier du sourcil Le Boudoir de Regard et je rachète Yoma de Unilever. Aujourd'hui, j'ai 2 groupes, Memscap et Yeva Group. Dans Yeva Group, à peu près, j'ai levé une trentaine de millions. Dans Yoma, j'ai levé presque 300 millions. Dans Yeva Group, j'ai levé 30. Dans Yoma, j'avais levé 11 avant de la vendre sur une année et demie. Et là, aujourd'hui, j'ai lancé Skill, qui est mon fonds, qui est un fonds d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc, c'est les entrepreneurs qui investissent à mes côtés. Mais ils investissent dans Skill, c'est Skill qui investit. Ce n'est pas un club d'investissement. Oui. Et on va lancer l'école, qui sera une école diplômante finalement, avec des modules dedans. Et on lance la conférence et on lance plein de choses dessus. Donc, ça, c'est Skill, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est devenu un écosystème. C'est top, on en reparlera justement de Skill. Si les problématiques levée de fonds, valorisation vous intéressent, on en parlera sur la conférence de jeudi avec Swappen et Banker qui sont spécialistes de ces questions, parce que c'est vrai que ce n'est pas le moment d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez dans votre parcours eu des moments de doute? J'imagine que oui. À quelle période vous les avez eu? Comment vous les avez surmontés? En fait, il n'y a pas un jour où je ne doute pas. Ok. Surtout. Vous savez, douter, ça veut dire réfléchir. Aujourd'hui, moi, je suis extrêmement croyant. Je suis vraiment croyant. J'ai une foi christique. Je suis très spécialisé dans les religions. Je peux vous donner une conférence sur toutes les religions. Je connais tous les livres saints. C'était ma spécialisation à un moment donné. Donc, mais j'ai choisi ma religion. Et facilement, parce que je suis né comme ça. Mais en fait, quand je dis j'ai une foi christique, c'est parce que la mort m'a approché de près dans la guerre, etc. J'ai eu des choses très, très fortes. Du survivre. Et malgré tout, malgré que j'ai vécu la guerre et que, franchement, ma foi a été très forte, enfin, c'est quasi démontré, hein, parce que j'ai été protégé. Et ben, malgré tout, il n'y a pas une seule journée où je ne doute pas de l'existence de Dieu. Hein. Donc, il n'y a pas une seule journée où je ne doute pas de tout ça. Alors, imaginez dans les affaires. C'est encore pire. Et d'ailleurs, si vous doutez pas, c'est qu'il y a un souci. Je ne pense pas que vous allez pouvoir réussir parce que c'est très, 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 très rare qu'on ait un point qu'on va atteindre, qu'on décide qu'on va aller là-bas et que le plan soit parfait à 100% et que derrière on déroule. Souvent, le point, il bouge, c'est plus le même point. Et le plan, alors il bouge beaucoup.
Bien sûr, Donc, c'est parce qu'on apprend, on parle de pivot, enfin, bien sûr. du coup, douter, c'est essentiel. Alors, c'est essentiel pour se poser des questions, mais douter, pas pour décider de revenir en arrière et arrêter. Ça, c'est autre chose. Le doute de l'abandon, ce que j'ai vécu avec Memscap en 2023 et qui est bien été capturé, on va dire, par le podcast, en particulier celui d'Alec, là, Déclic. Oui. Les problématiques que j'affrontais en 2003 étaient presque inhumaines, en fait. Hein, c'est simple, j'avais 0 chiffre d'affaires, j'ai brûlé 3 millions de cash par mois, donc j'avais 40 millions de OPEX par an, sans CAPEX. J'avais 4 usines vides, et j'avais 269 salariés dans 11 pays, donc 11 lois sociales. J'avais presque 50 millions de dettes et j'avais du cash pour 3 mois avec 0 chiffre d'affaires. Donc, vous êtes mort. Enfer. C'est la mort. Tout le monde. Ça devait être compliqué. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein de gens qui, à l'époque, se sont moqués en disant ouais, Memscap est mort. Je comprends en fait sûr, le faire honnête, en fait. qu'ils puissent dire ça parce que c'est vrai qu'elle était proche. Mhm. Mais elle n'est pas morte. Pourquoi? Parce que moi, je suis un combattant. Et en réalité, je mets un plan. J'avais mis un plan de 105 tâches. Et il fallait réussir les 105 pour que ça passe. Et ça a passé. J'ai réussi les 105. Je me battais une à une. C'est comme un combattant va aller nettoyer les zones une après l'autre, immeuble après immeuble. Et à la fin, j'ai réussi à surmonter ça. Jamais j'ai douté. Jamais j'ai dit je vais abandonner, fini, quoi. J'en ai marre. Ouais. Vous avez douté, mais vous avez toujours gardé le cap et la détermination intacte malgré. Il faut douter dans son produit, il faut douter dans ses plans, mais il ne faut pas douter sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Oui, c'est hyper important. Et votre plus grande réussite, même s'il y en a sûrement des belles à venir, à date, c'est quoi votre plus grande réussite? J'ai eu beaucoup de réussites. Beaucoup. J'en étais sûre que vous y répondez. Beaucoup. Ma plus grande réussite, honnêtement, ma plus grande réussite, c'est d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Que ni l'argent, ni rien n'a changé ces valeurs les plus fondamentales. Que toutes les réussites du monde n'ont pas fait de moi un autre homme. Il y a les gens aujourd'hui, ils me disent sur les réseaux, mais c'est génial, vous êtes humain, etc. Et moi, quand on me dit vous êtes humain, je ris parce que je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je sois? Je suis humain, on est tous humains. Mais en fait, c'est parce que l'argent, la réussite, etc., change les gens. Et je suis ma plus grosse réussite, c'est d'avoir fait tout ça sans changer sur mes fondamentaux, d'avoir toujours mon cœur. Parce que moi, je sais que mon cœur est pur et j'ai réussi à garder ça et pas changer. Donc ça, c'est ma plus grosse réussite. Si on veut sur la réussite ponctuelle, opérationnelle, etc., côté Memscap, au bout de 2 ans et 8 mois, en faisant en 2 ans et 8 mois une valo d'un demi-milliard d'euros en partant de zéro, que par rapport au premier tour, on a fait 7050, le multiple de création de valeur, c'est 7050. Ça veut dire que si vous m'avez donné 1000 euros, vous aviez 7 millions d'euros 2 ans et 8 mois après. À l'âge de 31 ans, en faisant la deuxième plus grosse introduction de l'histoire du nouveau marché, parce que j'ai levé 116 millions, ça reste un moment très rare pour beaucoup d'entrepreneurs. Déjà, créer sa boîte, la coter en bourse, c'est un cercle très fermé, qui n'est pas, regardez donc Vema, sur tous ceux qui sont là, il y en a Marc Simoncini et moi qui l'ont, qui ont créé et coté. Créer, coter, créer, vendre, créer, maintenir et recoter peut-être une deuxième fois, ça, il n'y a personne. Donc, du coup,
Ça, c'est mes réussites. C'est que mes réussites, moi, en fait, sur ma vie, j'ai acheté 11 boîtes, j'ai vendu 3, j'ai coté une boîte, j'ai créé plusieurs, j'ai rendu beaucoup de gens autour de moi très riches euh, et j'ai attiré une équipe de malades. Et ça c'est mes réussites. Oui, bah, top. Il y a des questions justement dans le chat sur l'équipe. J'espère qu'on pourra les poser, mais il y en avait une de prévue. Donc, on essaiera d'y répondre aussi. Si on passe maintenant à un échec rapidement, on n'a pas envie de s'étendre là-dessus, mais il faut quand même pour justement apprendre. Est-ce que vous en avez un en particulier, même un petit, qui vous a justement permis d'avoir après une réussite? Alors, moi, les échecs, je n'ai pas connu un échec dans le sens arrêt. Échec et maths. Euh, Pourquoi? En fait, je dis toujours, je viens d'une montagne au Liban où on ne met jamais ses deux genoux par terre que devant Dieu. Mais j'ai mis beaucoup un genou par terre et je suis reparti. Ça n'a pas été un échec et mat. C'était des petits coups. Je sais que j'aurais pu avoir une réussite encore beaucoup plus fantastique si en 2001 je serais parti aux États-Unis. Ça, c'est une. Et j'aurais dû. Si je veux réfléchir seulement business, hein. Si je veux dire seulement business, j'aurais dû partir. Je ne serais pas parti. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti pour la question cœur. Mais mon cerveau, c'est mon cœur qui l'a emporté sur mon cerveau. Et cérébralement, j'aurais fait ça. Bah, aujourd'hui, en fait, je ne parlerai pas en dizaines de millions d'euros ou centaines, mais je parlerai en milliards. Ouais. Centaines de milliards même. Donc, ça, c'est, si on veut, échec, machin. Alors, il y a un autre truc, quand j'ai construit l'usine de Memscap, on est allé très, très, très vite. Ça veut dire que d'un terrain à une usine montée, équipée de l'intérieur en salle blanche avec les équipements opérationnels qui commencent à sortir des puces, 6 mois. Record du monde, historique. Si j'avais mis 2 ans, comme tout le monde fait, j'ai fait tourner les gens la nuit avec des projecteurs. Hein. Ok. En France, hein. Vous imaginez combien ça aurait été dur. Oui. Mais j'aurais fait, si j'avais fait comme tout le monde en 2 ans, en fait, en 6 mois, la crise est arrivée, j'aurais consommé 20% de la trésor que j'ai dû consommer sur mon usine, qui était de 70 millions. Et je serais arrêté. J'aurais peut-être perdu les 20 millions parce que ça serait une usine avec rien dedans. Enfin, il y aurait eu les murs peut-être ou je ne sais pas quoi. Mais tout l'argent, je l'aurais gardé et j'aurais transformé après les choses d'une autre manière. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Après, j'ai fait d'autres erreurs dans le recrutement. Vous savez, j'ai dit à mes équipes toujours. C'est un peu inévitable, hein, malheureusement. Oui, ben, exactement. En fait, je dis toujours à mes équipes, faites une erreur par jour, mais jamais la même. Mais je dis, avant, je disais cette phrase seulement. Et maintenant, je dis, faites une erreur par jour, mais jamais la même. Et vous avez le droit de faire la même dans les RH. Parce que dans les ressources humaines, c'est très compliqué. L'humain est extrêmement compliqué. Franchement, j'ai recruté en milliers de personnes et jusqu'à maintenant, ça m'arrive de beaucoup moins de faire des erreurs qu'avant, c'est vrai. Et puis, si ça passe par moi et par Véro, ma DRH, ben là, c'est mort, ça passe plus en fait. On est devenu très, très bon. Mais franchement, c'est compliqué. Vraiment. Les ressources humaines, le nombre de fois où on recrute et on pense qu'on a bien recruté, on prend une tollée. Oui, et puis pour les projets qui se lancent, les startups, etc., un mauvais recrutement, ça peut être l'échec, en fait. Ça peut vraiment être la fin, ça peut être repartir. C'est très, très dur. On en voit des associations qui se passent mal ou même des alternants qui, en fait, même à ce niveau-là, hein, qui ne répondent pas. Et en fait, c'était juste le budget qu'il fallait pour, etc. Et c'est un peu compliqué, ouais. Petite question sur la pression. Comment gérez-vous la pression au quotidien? Donc, vous nous avez parlé de votre routine sportive, du côté un peu spirituel qui doit vous aider aussi peut-être à relativiser. Mais comment vous faites dans les moments où tout s'accélère? Je vais vous dire la technique la meilleure, hein, que je pratique tous les jours. Il faut travailler sérieusement et pas se prendre au sérieux.
ça veut dire qu'il faut que vous vous dites que c'est un jeu. Mhm. C'est un jeu. En réalité, franchement, vous montez une boîte. Bon, elle coule. Bon, et alors? Vous êtes en bonne santé, vous êtes toujours vivant et la vie est ouverte. C'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est je viens et je vous annonce, vous avez un cancer, vous allez mourir dans un mois. Ça, c'est la fin du monde. Ouais. 2 secondes, s'il vous plaît. François, je te rappelle. Je suis en call. C'est important. Donc, dire que c'est un jeu change la donne. De relativiser. Pourquoi? Parce que quand vous dites c'est un jeu, premièrement, dans un jeu, qu'on gagne ou qu'on perd, on s'amuse. On apprend et on s'amuse. Alors évidemment, il ne faut pas partir comme ça, bramballant. Hein. On est des compétiteurs, donc on rentre sur le terrain pour gagner, pas pour perdre. Mais si ça reste un jeu, quand les moments sont... Moi, quand c'est très très dur, je rigole en fait. Je rigole et je dis, bah, Jean, au fond de moi, je dis, bah, Jean, bon, et tu n'es pas un débutant, hein, tu es quand même un super entrepreneur, tu joues la Champions League. Hein. Et dans la Champions League, tous les matchs sont durs. Hein. Donc, on ne va pas te donner des exercices simples. Tu ne seras pas qui tu es si c'est ça. Donc, chacun de vous peut se mettre cette chose dans sa tête. Ça veut dire qu'au début, les problèmes, quand l'exercice est très compliqué, dites-vous que, bon, il y a des solutions. Donc, il faut que vous les trouviez. Et 2, plus vous êtes bon, plus l'exercice va être compliqué. Hein. Il faut le savoir en plus. D'ailleurs, c'est le cas. Hein. Plus c'est loin, plus c'est l'exercice, c'est hyper compliqué. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis sur une de mes affaires. Je suis comme si je marche sur une raie de montagne qui est large de 20 cm. De chaque côté, vous avez une falaise de 3000 mètres. Donc, si vous tombez, vous êtes mort. Sauf que sur mes épaules, il y a 100 kilos et je dois courir sur ces 20 cm. Et parce qu'en face de moi, il y a le Graal. Bon, il est possible que je tombe. Hein. De part et d'autre, hein, parce que c'est lourd, je cours, c'est 20 cm. Voilà, je peux courir. Mais si j'arrive au Graal, ça va être le Graal. Donc, mais j'ai confiance en moi. J'ai vraiment confiance en moi. Et du coup, je ne pense même pas que je vais tomber. Mais c'est dur, c'est très dur. Donc garder ses objectifs, rester focus et toujours avoir ce relativiser. Bon, moi, c'est facile pour moi. La guerre m'a appris ça très, très tôt. Mais pensez toujours que quand vous échouez, dites-vous, imaginez que vous avez perdu un enfant. Quand vous dites vous perdez votre boîte ou votre enfant, qu'est-ce que vous choisissez? Donc, en fait, nos problèmes restent des petits problèmes. Oui, bah oui, tout à fait. Mais souvent, ceux qui arrivent à relativiser, c'est ceux qui ont aussi vécu des choses difficiles qui leur permettent justement d'avoir cette vision et d'approcher un peu les choses avec un peu de recul. Top. Alors, je pense que là, ça va être des questions qui vont pouvoir intéresser un maximum de personnes, même si tout le reste était bien sûr hyper intéressant. Mais là, on est sur des questions plutôt liées à votre posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise qui est amené à rencontrer en fait des porteurs de projets, des entrepreneurs. Et du coup, qu'est-ce que, par exemple, dans l'émission Qui veut être mon associé, qu'est-ce que vous recherchez chez un entrepreneur qui vient présenter son projet devant vous? C'est quoi on va dire les 2 éléments qui sont indispensables sans lesquels vous accrochez pas et vous dites non, le profil là, en fait, tous mes dossiers, si vous regardez bien, tous, mes amis, ils ont posé des questions sur les marges, je sais pas quoi. Bon, je les écoutais, hein, ils m'ont rendu service. Mais moi, je pose des questions que sur les gens. Si vous avez bien remarqué, regardez, toujours, c'est un peu pour eux. Soit je veux apprendre sur eux, soit je veux les caractériser. Quand je pose une question, qu'est-ce que vous avez fait, etc., je veux apprendre sur vous. Mais si je veux vous caractériser, je vous secoue. Et une fois que je vous secoue, je regarde ce qui se passe. Comment vous réagissez. Et à partir de là, je caractérise comment vous êtes. Et en fait, je n'investis pas
chez des gens. Moi, je n'investis pas sur des projets, j'investis vraiment sur des gens. La première condition, c'est que les gens, ça veut dire quoi? Et les gens, ça veut dire qu'ils ont des valeurs, c'est des combattants, Ouais. ce sont des gens heureux. Je n'investis pas chez des gens tristes. Dès que je sais qu'il est triste, c'est fini. C'est mort, je pars. On adore. Ok. Et même, je ne recrute pas des gens tristes. Donc, moi, je dis ma phrase à ma DRH, c'est on emploie des gens heureux et on essaye de les garder heureux. Donc, pour moi, il n'y a rien de magique qui vient des gens des tristonnés premiers. Là. Donc, déjà, pour moi, quand on est heureux, la passion déborde. C'est hyper important. On se lève le matin, on va au combat. Vous imaginez amener une équipe à la guerre alors qu'elle pleure? C'est pas possible. Puis on attire forcément son reflet aussi. On va à la guerre chaque matin. Chaque matin. Tous les entrepreneurs, ils vont à la guerre chaque matin. Donc, vaut mieux aller avec le rythme dans le corps. Hein. Donc, il faut être heureux. Il faut vraiment être passionné, heureux, décider à se battre, décider à réussir, vraiment. Donc, ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose que je vois, c'est est-ce que je m'amuse avec lui ou pas? Parce que je n'ai pas trop envie de m'emmerder. Donc, ça, c'est sûr. Et la troisième chose clé, donc ça le caractérise à lui. Et ce qui caractérise le projet, c'est il y a beaucoup d'argent sur Terre. Si je mets 200 000 dans une boîte et Eric met 200 000 dans une boîte, finalement, le compte en banque va être le même, 200 000. Mais moi, je pense que j'y vais vers les dossiers où je peux impacter le dossier. Ça veut dire que si mon écosystème, si je réfléchis que mon écosystème peut changer la dimension de ce projet, j'ai validé l'entrepreneur et je pense que je peux impacter le projet, là, je me battrai pour l'avoir. Si mon argent, c'est de l'argent et que moi, je suis un mec expert à son côté seulement, comme ça, je laisse les autres y aller. Ok. Et au niveau des erreurs que vous constatez justement lors de ces pitchs ou des entrepreneurs que vous croisez, quelles sont, je sais pas, les une ou deux erreurs les plus fréquentes qui sont vraiment à ne pas reproduire du coup? Honnêtement, cette année, ils étaient bons, franchement. Hein. Il y avait 4000 dossiers présents. Wow. Ils ont sélectionné 40. Ceux qui sont passés en 42. Ceux qui sont passés en R, 36. Une vingtaine d'investissements. Les gens qui… ce qu'il faut, en fait… honnêtement, de meilleur en meilleur. Hein, donc, des entrepreneurs d'une très grande qualité. Je ne sais pas si quand on avait leur début, on était à leur niveau, pour être très sincère. L'erreur, c'est pour moi ce qu'il faut. Il y a des règles. Ça veut dire que vous avez un pitch d'1 minute 30. Après, vous avez les questions, etc. Le pitch d'1 minute 30, c'est comme quand vous faites visiter un appartement à vendre. Les 90 premières secondes ou une maison à vendre. 90 premières secondes, ça décide de la vente. Donc, c'est pareil. Votre minute 30, vous ne pouvez pas les rater. Donc, vous préparez le truc, etc. Les gens pensent qu'on prépare un pitch, on connaît le sujet. Au début, quand vous êtes jeune entrepreneur, etc., il faut retenir. Vous préparez le truc et vous retenez. Au moins, sur les 1 minute 30, les 45 secondes doivent être bâclées. Parce que quand vous rentrez, vous avez de l'émotion, vous avez de la pression, etc. Donc, vous pouvez avoir des problèmes. Si vous avez retenu un peu, paf, vous rentrez dans le truc et une fois que vous êtes dans le truc, si vous êtes bon, vous allez retrouver votre truc. Donc ça se prépare un pitch. Et ne ratez pas les minutes 30. Et dans les minutes 30, il faut accrocher les gens. Bien sûr. Donc, commencez pas à me raconter des histoires sur toute la Terre. Votre produit. Donc, ce qui est important, c'est dire ce que vous faites et pourquoi vous allez gagner et comment vous êtes en train de gagner.
et des perspectives. Et qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous venez nous voir? Donc, ça va être dans 1 minute 30. Aux États-Unis, on dit when, why, how and what. C'est quand est-ce que vous allez gagner, comment vous allez gagner, pourquoi vous allez gagner et avec quoi vous allez gagner. Donc, en gros, c'est ça le minute 30. Donc ça, c'est important. Si vous ne préparez pas votre pitch, même si votre dossier est bon, vous prenez déjà un coup sur la tronche et les gens vont être beaucoup moins sympas avec vous et du coup, ça va être destructif derrière. Donc ça, c'est un. 2, il faut montrer que vous avez un plan, que vous comprenez ce que vous faites, absolument, mais que vous n'êtes pas stubborn, vous n'êtes pas débile, têtu, bloqué. Ça veut dire, mais par contre, pas à chaque fois non plus, quand on vous dit un truc, vous allez avec le vent. Oui. Faut tenir son dossier. Être capable de. Il y a une chose que moi, c'est hyper important pour moi, un entrepreneur doit connaître son argent à la lettre. Combien de cash tu as, qu'est-ce que tu veux faire. Ça, c'est à la lettre, par cœur, par cœur. Même pas regarder. Hein. Il n'y a pas à regarder. Si tu regardes, c'est mort. Donc, il y a plein de gens qui arrivent. Je leur dis, vous avez fait l'année prochaine, l'année dernière, qu'est-ce que vous avez fait? Non, il n'y a pas de machin. Non. C'est les chiffres, direct. 256 000. C'est fini. Donc, en fait, bien connaître sa boîte, montrer qu'on est en maîtrise. Et après, le côté passion. Alors, je suis quelqu'un qui aime les passionnés. À côté de moi, pas tous aiment le passionné, dans le sens où parfois les passionnés, il y a par exemple eu un cas où il aime beaucoup les chats. Il avait un dossier pour les chats, etc. Il aime beaucoup les chats. Moi, j'adore les chats. J'étais vraiment sensible à lui parce que j'aime les chats aussi. Mais j'aime les animaux d'ordre général. Mais il perdait ses moyens tellement il aimait ce chat et on n'avait plus on savait plus, est-ce qu'il fait une entreprise ou est-ce qu'il fait une truc caritatif pour sauver les chats ou c'est quoi le truc? Et n'oublie pas que tu es face à des investisseurs qui veulent gagner de l'argent. Bien sûr. Donc, c'est là où la passion, il ne faut pas qu'elle soit une passion, être passionné par un projet ou non pas endormir, avoir mal au ventre pour le faire, c'est une chose. Mais on fait une boîte pour soi. On ne fait pas une boîte ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour rendre fière sa grand-mère, ni pour sauver les chiens, ni pour sauver les chats. On fait une boîte parce qu'il y a un besoin et on va craquer le dossier et on va faire plein d'argent et on va faire une grosse réussite. Donc, et ça, il faut que les gens sachent. Et n'oubliez pas que face à vous, vous avez des partenaires. Leur objectif, normalement, est le même que le vôtre. Gagner beaucoup d'argent. Donc, vous devez vous entendre avec eux. Top. Top. Eh ben, merci pour toutes ces questions. C'est allé un peu plus vite que prévu. On n'a pas eu le temps je parle du temps, on n'a pas eu le temps de voir toutes les questions, mais je vois que l'heure tourne. On en avait juste une dans le chat qui parlait de l'association. Juste si vous aviez, c'est dur de répondre facilement à ce genre de questions. J'essaie de la retrouver. Comment trouver un bon associé, on va dire, si on peut prendre juste celle-ci. Mais voilà, c'est dur d'y répondre rapidement. C'est clairement une question qui revient tout le temps chez les entrepreneurs parce que c'est comme un mariage, l'association, et on en a déjà parlé un petit peu. Mais est-ce que vous aviez peut-être une idée là-dessus? En fait, c'est très très simple. Hein. C'est vous identifiez quelqu'un en fait, ils réussissent très bien avec moi. En fait, hein. Et moi, il y a des milliers de messages que je reçois. Et il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres. Leur message est beaucoup plus structuré, beaucoup plus simple. Et faites attention, mélangez pas tout. Ça veut dire que vous venez chercher de l'argent ou vous venez chercher quelqu'un qui a des réseaux. Si vous venez chercher de l'argent, vous allez lui demander de l'argent. Si vous venez chercher quelqu'un qui va vous ouvrir des réseaux, etc., en fait, vous allez lui donner de l'argent. Vous allez lui donner des parts. Vous allez lui donner des BSA, vous allez lui donner des choses qui, une fois votre réussite en place, ça va lui gagner de l'argent.
Donc, c'est l'inverse. Et parfois, on mélange tout. Évidemment que quand on cherche un business angel, il vient avec, on investit et on s'investit dedans. Donc, évidemment qu'on. Mais si on est en train de chercher une relation, c'est pas pareil. L'approche est différente. Moi, je vais vous dire, par exemple, je vais regarder mon conseil d'administration. Je suis parti chercher des gens hyper bons, hyper machin dans ma vie. Je suis venu et je leur ai dit, je vais vous payer. Je vais vous donner des parts. Je vais faire quelque chose en contrepartie de votre alliance avec moi. Je ne suis pas venu leur dire, investissez chez moi, parce que ça, c'est les investisseurs. Bien sûr. Et les gens mélangent. Eh oui. En plus, il faut savoir que les gens comme moi, par exemple, ils ont des demandes, énormément de demandes. Énormément. Donc, il faut être patient, mais déterminé. Ça veut dire que il y a des lourds dingues. Donc, ça, c'est. Il faut être très poli. Bien écrire le français. C'est hyper. C'est pas une blague. Les phrases. Si vous ne savez pas écrire, faites passer votre truc par ChatGPT derrière. Donc, pour que ça soit une vraie phrase, on dit bon, voilà, c'est des gens sérieux, etc. Donc, et derrière, s'il n'y a pas de réponse, revenir, mais revenir doucement, délicatement, savoir être marrant, etc., pour craquer une première réponse. Et une fois que vous avez craqué une première réponse et qu'il vous a donné un peu de temps, s'il vous donne une date, ne ratez pas la date. Vous changez votre agenda. Ce n'est pas à lui de changer son agenda. Parce que des gens intéressants, enfin, si je prends sur moi, j'ai Yoma, j'ai Yeva, j'ai Skill, j'ai mon côté communautaire, j'ai mon association Layla, j'ai Kims, ça veut dire tout ce que gère mes droits d'image, etc. etc. J'ai tellement de choses énormes. Et j'ai maintenant toutes mes boîtes dans lesquelles j'ai investi. C'est du dingue. Et moi, j'ai ma vie privée. Donc, c'est pas à moi de m'adapter à leur agenda. Et les gens qui ont eu des rendez-vous avec moi, et vraiment, c'est eux qui sont adoptés. C'est-à-dire que je leur ai dit, je peux vous voir, je peux vous appeler à telle heure, tel jour, même si c'est des heures pas possibles. Hein. Oh, c'est parfait, c'est génial. Merci beaucoup. Donc, il faut savoir qui a besoin de qui. Hein. Oui, bien sûr. Ok. Top. C'est de trouver le bon milieu entre avoir quand même une démarche de séduction quand on cherche un associé, mais savoir que voilà, l'associé doit être aussi embarqué et avoir la même vision et le même why en fait ancré en lui, sinon ça ne marchera pas. Top. Il y a encore pas mal de questions, mais je vois que l'heure tourne. Donc, on va arrêter là. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Franchement, c'est hyper riche. Merci beaucoup de votre présence. On sait que votre temps est précieux. Donc, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Et puis, bon, mes réseaux sont ouverts. Les gens qui ont besoin de... Je suis et sur LinkedIn et sur Insta et maintenant sur TikTok depuis 3 semaines. Et sur YouTube. Ok, oui, sur YouTube, oui. Ok, d'accord. Top. Si vous souhaitez, du coup, aller sur d'autres thématiques comme le business plan, ça sera demain. La partie offre et positionnement, ça sera mercredi. Comme je vous le disais, le côté banque, investissement non dilutif et dilutif, ça sera jeudi. Et on termine la semaine avec la partie juridique, toutes les questions pour avoir le meilleur statut. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit aux autres conférences, à les rejoindre avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci à Jean et bonne fin de journée. Bon appétit. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.